حامل معي المودة والصداقة. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. La justice a tranché et accorde un délai de 4 mois au gouvernement pour fermer la décharge de Costa Brava qui constituerait un danger pour l'aviation. Le Premier ministre Saad Hariri au siège du Conseil du Conseil constitutionnel afin de déclarer son patrimoine. Un devoir donc constitutionnel selon le locataire du Grand Sérail. Jean-Marc Ayrault en Iran, sur fond de polémique à propos du missile balistique tiré dimanche par Téhéran. Le Conseil de sécurité se réunit cet après-midi en urgence à la demande des Américains. Je vous le disais en titre, c'est officiel. La décharge de Costa Brava, située à proximité de l'aéroport international de Beyrouth, sera fermée. Le juge des référés de Baabda, Hassan Hamdan, a donné aux autorités un délai de 4 mois pour appliquer cette mesure. La décharge qui accueille des déchets non triés est pointée du doigt par de nombreux experts comme étant la cause de la présence accrue de mouettes dans la zone, ce qui constitue un danger pour l'aviation. Le président de la République, Michel Aoun, a évoqué cette semaine l'élaboration d'un nouveau plan de gestion des déchets, sans plus de détails. Il faut que les législatives aient lieu dans les délais impartis et selon une nouvelle loi électorale, de manière à accorder à chaque pôle une juste représentativité. Ce sont les mots du chef de l'État. Michel Aoun s'est exprimé ce matin devant une délégation de l'ordre de la presse. Il a clairement exprimé son soutien à un mode de scrutin basé sur la proportionnelle. La loi électorale en vigueur, dite de 1960, qui prévoit un mode de scrutin majoritaire, est critiquée par la classe politique. Selon le calendrier, les élections législatives devraient se tenir avant la fin du mois de mai. Je vous disais en titre, le Premier ministre Saad Hariri s'est rendu ce mardi au siège du Conseil constitutionnel à Hadas afin de déclarer son patrimoine. Il s'agit d'un devoir constitutionnel, a déclaré le locataire du Grand Sérail. La semaine dernière, l'ancien Premier ministre Tamam Salam et l'actuel chef de l'État, Michel Aoun, avaient eux aussi déclaré leur patrimoine. 2 semaines après son investiture, Donald Trump persiste et signe. Malgré le feu des critiques, le président américain défend sa décision de fermer les frontières aux ressortissants de 7 pays musulmans. Il a également limogé la ministre de la Justice par intérim, Sally Yates, qui refusait l'application de son décret. Alors que la vaste polémique suscitée par cette mesure se poursuit aux États-Unis et à l'étranger. Le récit d'Antoine Mariotti. Le geste était aussi rare que symbolique. Comme un dernier barreau d'honneur, Sally Yates a défié la Maison-Blanche. Nommée par Barack Obama, celle qui assurait l'intérim au ministère de la Justice, en attendant la confirmation officielle de son successeur, s'est publiquement opposée au décret présidentiel très controversé sur l'immigration. Donald Trump l'a immédiatement limogée. La ministre de la Justice par intérim, Sally Yates, a trahi le département de la Justice en refusant de faire appliquer un ordre juridique conçu pour protéger les citoyens des États-Unis. Madame Yates a été nommée par l'administration Obama qui est faible sur la question des frontières et très faible sur l'immigration illégale. Si les citoyens américains se mobilisent dans de nombreuses villes du pays, les membres du Congrès aussi font de plus en plus entendre leur voix contre ce décret présidentiel. Les démocrates lâchent les coups contre Donald Trump. Ce que Trump fait, c'est donner des munitions aux djihadistes à travers le monde, ceux qui veulent faire croire aux populations que les États-Unis les détestent. Nous ne haïssons pas les musulmans et nous voulons qu'ils le sachent. New York est l'un des épicentres de la contestation. Le gouverneur démocrate de l'État est lui aussi monté au créneau. En tant que New-Yorkais, je suis musulman. En tant que New-Yorkais, je suis juif. En tant que New-Yorkais, je suis noir, gay, handicapé.
Je suis une femme qui veut contrôler sa santé et ses choix, parce qu'en tant que New-Yorkais, nous sommes une seule communauté. Dans un communiqué et sans jamais citer Donald Trump, Barack Obama se félicite de la mobilisation dans le pays. L'ancien président avait promis de ne pas s'exprimer sur la politique du pays, à moins que les valeurs américaines ne soient en jeu. Et de l'autre côté de l'Atlantique, la première ministre britannique Theresa May a donc elle aussi décidé de maintenir la visite de Donald Trump, une invitation qui agace même certains membres du Parti conservateur au pouvoir. Les détails dans ce reportage. Cette annonce a été celle de trop. Alors que la première ministre Theresa May confirme la venue de Donald Trump en visite d'État, des milliers de Britanniques descendent dans la rue. Exemple ici à Manchester. Pour beaucoup, les dernières annonces du président américain vont trop loin. J'ai 54 ans et c'est la première fois que je proteste dans les rues. Il faut que j'exprime mon opinion. Non à Trump, non à la visite d'État de Trump. Et je pense qu'il est honteux. Il fait honte à l'Amérique. L'Amérique peut faire mieux et doit faire mieux. Lundi, une pétition demandant l'annulation de la visite d'État de Donald Trump a dépassé le 1,5 million de signatures. Ce ras-le-bol général, on le retrouve aussi à Londres. Là encore, on est venu de tous les horizons pour dire non à la venue du président américain. Mes parents sont d'origine irakienne, donc ils sont concernés par le décret de Trump. Quand la nouvelle est sortie, c'était vraiment très difficile émotionnellement, car avec la guerre et tout ce qui s'est passé, nous n'aurions jamais imaginé que nous serions bannis des États-Unis. Nous vivons à une époque où des nations ou bien des religions sont étiquetées comme étant terroristes. Ça ne devrait pas arriver. Et voir qu'autant de monde s'est mobilisé ce soir, c'est vraiment incroyable. La pétition déposée sur le site du Parlement poussera le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson à défendre la position du gouvernement devant les députés. Mais Theresa May a prévenu, pas question d'annuler la visite d'État. Pour le moment, aucune date n'a été fixée pour la venue de Donald Trump. L'hommage des Québécois aux 6 victimes musulmanes de l'attaque de dimanche dans le centre culturel islamique de la ville de Québec. Le Premier ministre Justin Trudeau, des responsables québécois et des milliers d'anonymes, tous ont bravé le moins 15 degrés pour participer à la veillée. L'auteur de l'attaque, Alexandre Bissonnette, étudiant donc en sciences politiques, âgé de 27 ans, s'est donc rendu à la police. 11 chefs d'inculpation sont donc retenus à son encontre. 11 chefs d'inculpation, dont notamment ceux de meurtre avec préméditation et aux tentatives de meurtre sur les blessés. Il pourrait aussi être inculpé pour terrorisme. Serine Bay nous en dit plus. Alors que le Canada est toujours sous le choc de l'attaque, la police vient d'inculper formellement le principal suspect. Il est accusé de 6 meurtres avec préméditation et de 5 tentatives de meurtre. Canadien de 27 ans, il étudiait les sciences sociales à l'université Laval, voisine de la mosquée où a eu lieu la fusillade. Il était connu pour ses positions nationalistes. Il y a des perquisitions qui sont en cours. On espère obtenir la preuve pour plus tard en arriver à des accusations par rapport aux articles de la section 83 sur le terrorisme et la sécurité nationale. L'attaque a visé les fidèles du Centre culturel islamique de Québec alors qu'ils se réunissaient pour la prière du soir. 6 personnes ont été tuées, 5 autres blessées, mais leurs jours ne sont pas en danger. Les actes islamophobes se sont multipliés ces dernières années dans la province de Québec. En juin dernier, une tête de porc avait été déposée devant la porte du Centre culturel islamique, attaqué dimanche. Jean-Marc Ayrault en Iran sur fond de polémique à propos du missile tiré dimanche par Téhéran. Selon le ministre français des Affaires étrangères, ce tir balistique entrave le processus de confiance mis en place après l'accord de Vienne conclu en juillet dernier entre l'Iran et les grandes puissances sur le programme nucléaire iranien. Ce tir, selon Téhéran, ne viole pas la résolution 2231 des Nations Unies. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit cet après-midi en urgence à la demande des Américains. On écoute Jean-Marc Ayrault. La France a fait part déjà à plusieurs reprises de son inquiétude quant à la poursuite des essais balistiques qui sont contraires à l'esprit de la résolution 2231 et qui s'inscrivent dans un contexte régional délicat et entravent
le processus de restauration de la confiance mis en place par l'accord de Vienne. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, 10 personnes, dont 8 militaires, comparaissent à partir de ce mardi devant la cour d'assises d'Abidjan à l'occasion du procès des disparus du Novotel. L'enlèvement et l'assassinat de 4 hommes, dont 2 Français, avaient défrayé la chronique en 2011 en pleine crise post-électorale. Ashrène Verdian nous en dit plus. Abidjan, 4 avril 2011, dans un contexte de crise post-électorale et de mois de combat entre les partisans de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara, une dizaine d'hommes armés pénètrent dans l'hôtel Novotel d'Abidjan par l'arrière. Ils se présentent à la réception et disent rechercher des hommes blancs. Ce commando était composé de miliciens, de jeunes miliciens récemment incorporés dans la garde présidentielle et dans les commandos marines. Ces hommes enlèvent alors le directeur de l'hôtel, le français Stéphane Franzi Ripel, mais aussi le chef d'entreprise Yves Lamblin et 2 de ses collaborateurs, un béninois et un malaisien. Après la chute de Laurent Gbagbo, un appel à témoins est lancé. 2 miliciens sont arrêtés. Ils avouent avoir emmené les otages au palais présidentiel de Laurent Gbagbo. Selon l'enquête, les otages y ont été torturés puis tués. Un seul corps, celui d'Yves Lamblin, sera retrouvé. Le procès des disparus du Novotel doit durer 2 à 3 semaines. Sur le banc des accusés, 10 hommes, militaires ou miliciens, d'anciens fidèles de Laurent Gbagbo. Pourquoi ont-ils abattu les 4 hommes? Qui leur en a donné l'ordre? 6 ans après les faits, les familles des victimes espèrent obtenir des réponses. Dans un tout autre registre, pour éviter l'implosion de sa coalition, le gouvernement autrichien veut notamment interdire le port du voile intégral dans les lieux publics. Difficile en effet de concilier les vues du Parti social-démocrate au pouvoir et de son allié conservateur pour éviter des élections anticipées qui seraient favorables notamment à l'extrême droite. Le chancelier social-démocrate Christian Kern a donc cédé. Le projet avait d'ores et déjà été présenté cet été par le chef de la diplomatie autrichienne. Maintenant, en France, François Fillon et son épouse ont été entendus par la police pour déterminer si Pénélope Fillon a bénéficié d'un emploi fictif en tant qu'attachée parlementaire de son mari. Ce matin, son avocat s'est dit serein sur l'issue de la procédure, mais a fustigé des accusations dégueulasses reliées par les médias. Moins d'une semaine après les révélations du Canard enchaîné. Noémie Roche. Après 5 heures d'audition, le couple Fillon regagne son domicile. Fillon, comment s'est passée l'audition? En guise de commentaire, ce communiqué publié par le service de presse de François Fillon. Comme il l'avait souhaité dès l'ouverture de l'enquête, Monsieur François Fillon a été entendu, ainsi que son épouse, à la demande du parquet national financier par les enquêteurs. Tous deux ont pu apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité afin d'établir le travail réalisé par Madame Fillon. Une double audition dans le cadre de l'enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits, ouverte mercredi contre les époux Fillon. Les policiers cherchent à déterminer si Pénélope Fillon a bénéficié d'emplois fictifs en tant qu'attachée parlementaire et au sein de la revue des Deux Mondes, ce qu'a sous-entendu l'hebdomadaire Le Canard enchaîné la semaine dernière. Le propriétaire de la revue, Marc Ladré de la Charrière, a lui aussi été entendu. À moins de 3 mois du premier tour de la présidentielle, l'enquête menace François Fillon. Le candidat de la droite a déclaré qu'il renoncerait à se présenter s'il était mis en examen. Un mot de cinéma pour sa 70e édition. Le Festival de Cannes accueille cette année un artiste unique qui jouit d'une immense popularité. Icône flamboyante du cinéma espagnol et metteur en scène célèbre à travers le monde, et bien le réalisateur et scénariste Pedro Almodóvar présidera le jury du festival qui débutera le 17 mai prochain. La sélection officielle et la composition du jury seront dévoilées à la mi-avril.
À Paris à présent, les 2 premiers urinoirs écologiques ont été installés cette semaine près de la gare de Lyon. Le but de la SNCF qui a commandé ces 2 modèles, diminuer les incivilités liées à l'urine sauvage et réduire les odeurs. En effet, le carbone présent dans la paille associé à l'azote dans l'urine permet en plus de créer un bon engrais, d'éviter toute émanation. Le prix de cet urinoir écologique est estimé à 600 € et il pourrait être de plus en plus donc présent aux abords des gares de la capitale française. En fait, les urinoirs chimiques ne sont pas si vertueux que les toilettes sèches, que les urinoirs secs. Parce que les urinoirs chimiques, en fait, réorientent leurs urines vers des stations d'assainissement classiques. Là, on en fait quand même du compost, donc un engrais. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une réflexion d'économie circulaire. On va réutiliser en fait 2 déchets que sont les sciures de bois, les copeaux et la paille, avec un autre déchet qui est l'urine, pour en faire quelque chose qui va vraiment servir à faire pousser des plantes. Non, on va éviter en fait d'utiliser ce compost pour de l'alimentation, pour faire pousser des poireaux ou des carottes. Pour la simple et unique raison, c'est que y a des personnes qui prennent des médicaments et donc ces molécules de médicaments vont se retrouver dans les urines et dans le compost. Donc autant éviter cet usage. Le père de Pac-Man n'est plus, l'information est révélée alors que Masaya Nakamura est en réalité décédé le 22 janvier. Nakamura était à l'origine de l'éditeur de jeux Namco, créé en 1955. Le nom de Pac-Man vient de l'onomatopée japonaise Paku Paku, qui est utilisée dans les mangas pour illustrer le bruit d'une mâchoire s'ouvrant et se refermant. Selon le livre Guinness des records, au début des années 80, Pac-Man a été installé sur plus de 290 000 bornes d'arcade à travers le monde. Un record inégalé, des petits souvenirs d'enfance. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Le rappel des titres. La justice libanaise a tranché et accorde un délai de 4 mois au gouvernement pour fermer la décharge de Costa Brava qui constituerait un danger pour l'aviation. Le Premier ministre Saad Hariri au siège du Conseil constitutionnel afin de déclarer son patrimoine, sans devoir constitutionnel selon le locataire du Grand Sérail. Et Jean-Marc Ayrault en Iran sur fond de polémique à propos du missile balistique tiré dimanche par Téhéran. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit cet après-midi en urgence à la demande des Américains. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans quelques heures à 21h30, heure de Beyrouth, pour une nouvelle édition de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. À tout à l'heure. هذا الماء المودة والصداقة